Monsieur Pinchera, le proviseur. Alors, je suis accompagné ce soir, parce que c'est la deuxième soirée, hein, pour cette présentation du bilan Parcoursup 2021. Je suis accompagné par Madame Martin Timoleon, proviseure adjointe en charge des terminales. Donc là, on ne peut pas voir mieux. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis aussi accompagné par Madame Denville Foury, psychologue de l'éducation nationale, qui sera peut-être rejointe Madame par Madame Beauchesne. Voilà, Madame Beauchesne qui va nous rejoindre. Alors, ne soyez pas trop frustrés, j'ai bloqué les micros parce que parfois il y a des parasites. Je réactive tout ça. Alors, il y a le chat d'abord, à côté, s'il y a des questions qui viennent en cours de route. Je prends le parti de vous faire cette présentation, et puis après on repose toutes les questions. Il y en a pour une heure et demie, quoi, hein. Donc voilà, mais après je réactive les micros, c'est juste pour pas avoir de parasites, euh, sonores pour le moins. Cette conférence là donc qui porte sur l'orientation de terminale, hein, post-terminale, on l'enregistre, on va faire le replay et puis je vous mettrai tous les documents que je vous présente, le document que je vous présente et puis éventuellement les annexes, je vous le mettrai en ligne sur Pronote. Voilà, donc ça me semble important, c'est une première pour nous. Euh, Depuis 4-5 ans, c'est la première fois où on fait une réunion aussitôt. Elle n'existait pas en fait cette réunion, on est vraiment sur le bilan de la session Parcoursup 2021, donc des élèves qui ont obtenu le bac en juin dernier. On aura, celle-là elle existe tout le temps, c'est la réunion Parcoursup que nous aurons à faire en janvier. Mais en janvier, on va regarder l'algorithme, la formulation des vœux, comment la machine affecte les élèves dans l'enseignement supérieur. Elle existe. On se retrouvera de toute manière en janvier très précisément pour parler de l'algorithme Parcoursup. Aujourd'hui, c'est plus brosser un peu toute l'année qui nous attend en termes de bac, de grand oral. Enfin, il y a des questions quand même qui sont spécifiques à la classe de terminale. Et grâce à nos collègues psychologues de l'éducation nationale, avoir un regard, maintenant que nous sommes entrés dans la deuxième année, la génération qui vient, la première génération qui a passé le bac dans le cadre de la réforme, ça a été la session 2021, on commence à avoir du recul sur les résultats du bac et leur poursuite d'études en fonction de leur spécialité. Voilà un petit peu l'objet de la soirée. Alors d'abord un rappel sur le bac lui-même, mais qui n'arrête pas de changer. On a encore eu des modifications qui sont intervenues au cours de l'été. On a une circulaire, nous, qui date du mois de juillet, le 27 juillet, qui a modifié un petit peu les choses. Donc on va revenir un petit peu dessus, qu'on ait des idées claires sur ce nouveau bac. Alors voilà, ça c'est un schéma que vous devez avoir à l'esprit, qui a pas vraiment changé sur le fond, mais il y a quand même des nuances. On se rappelle que ce bac de 2021, session 2022 pour vos enfants, c'est 40% de contrôle continu et 60% d'épreuves terminales. Alors c'est un peu les épreuves terminales, elles n'ont pas changé. Alors, vous avez d'un côté bac général, de l'autre côté bac technologique, la philosophie est la même. Les épreuves du bac, des épreuves terminales, les 60% ici sur le bas du tableau, des deux côtés, ça n'a rien changé. On est nécessairement dans le même processus. C'est un peu le format du contrôle continu qui a changé. En fait, on a vécu 2 années difficiles liées à la crise sanitaire. Euh, je pense que le ministère a pris appui là-dessus, sur ce qu'on a dû vivre et comment nous nous sommes adaptés à cette crise sanitaire. Vous savez que l'an passé, tout a été certifié en contrôle continu. Il n'y a plus eu d'épreuves. Enfin, le bac, c'est résumé, l'an passé, a du contrôle continu pour l'ensemble des épreuves. On repart dans une session où, je l'espère, on va que la crise sanitaire, on va essayer de la laisser un peu derrière nous. On revient dans un processus où, en tout cas, dans les 40% du contrôle continu, il y a des modalités qui ont changé. Autrefois, on avait ces matières-là qui étaient passées dans des épreuves communes. Il y a 2 ans, on a parlé de 3C. Épreuves communes de contrôle continu. Disparu. L'an passé, on parlait d'épreuves communes, qui avaient à peu près le même format. Toutes ces épreuves se passaient à des moments ponctuels dans l'année. Crise sanitaire aidant, on n'a rien passé du tout. Et donc c'était des épreuves dans ces épreuves de contrôle continu, les EC. Elles étaient vraiment majoritaires, hein, en première, en terminale, et il y en avait 10% de la note qui arrivait du bulletin. Tout ça disparaît au profit de quelque chose qui est très clair maintenant. Ce contrôle continu, ce sont les évaluations dans ces matières, spécialité qui est abandonnée en fin de première, LVA, LVB, Histoire Géo, Enseignement Scientifique, EPS, EMC,
qui est évalué au cours des 2 ans du cycle terminal, à savoir première et terminale. Voilà. Donc, le bac, aujourd'hui, 40% de la note s'obtient sur les bulletins, hein, sur les notes que vos enfants obtiennent en première et en terminale. Alors, pour le coup, simplement suivi en première, celle-là. Hein, c'est l'aspect qu'on abandonne. Elle vaut pour un coefficient 8, cette spécialité abandonnée l'an passé, hein, ce que vos enfants ont lâché au profit des 2 autres qui sont maintenus en terminale cette année. Les notes de LVA, anglais, première terminale, coef 6, LVB, espagnol, italien, allemand, coef 6 sur les 2 années, histoire géo, coef 6, enseignement scientifique, coef 6, EPS, coef 6, c'est pas des épreuves, c'est pas le bulletin qui compte. Ça va, vous savez, en EPS, ils ont 3 sessions de CCF, contrôle en cours de formation. Ils pratiquent l'EPS, il y a une note qui rentre dans le bulletin certainement, mais à 3 moments de l'année, les professeurs certifient leurs compétences dans les différents domaines. On parle de CCF qui remonte dans le logiciel CITAD pour le bac. Et puis il y a l'EMC qui n'était pas pris en compte, qui le devient, coefficient 2. Les 60% restants, ce sont les épreuves dites terminales. Pas de terminales, mais terminales. Le français oral et écrit coefficient 5 se passe en fin de première. Donc ces notes-là, pour le bac de vos enfants, c'est déjà engrangé, c'est déjà dans le logiciel. Il aura à passer au mois de juin la philosophie, coefficient 8. Cette nouvelle épreuve, pour nous elle est plus nouvelle, elle le sera pour vos enfants. Coefficient 10, on va en dire un mot un peu long ce soir, c'est important que vous sachiez. Et puis les 2 spécialités, et on voit que 32% de la note, c'est ça, un coef 16 et 16, 32% de la note, près d'un tiers de la note du bac s'obtient sur ces 2 spécialités. C'est ce qu'on disait l'année dernière en première. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur sur le choix des spécialités. On ne peut vraiment pas trop se permettre d'avoir une spécialité fragilisée. On peut avoir une 8-9, mais on ne peut pas avoir 2 en spécialité. C'est pas possible. Là, on met vraiment le bac en danger. Du côté technologique, c'est le même raisonnement. Bon, vous savez, il y a la question des mathématiques en plus dans la voie technologique, STMG, STI2D, STI2S, avec leurs coefficients respectifs. La philosophie reste la même. Il y a simplement cette notion d'enseignement de spécialité. En fait, contrairement à la voie générale où on leur propose 14 spécialités, eux, en fonction de la terminale dans laquelle ils sont, dans la voie technologique sciences de gestion, c'est GF, gestion finance, c'est RHC ou mercatique. La spécialité pour eux, c'est celle-là. C'est la coloration de leur bac technologique. Un STI2D pareil, un STI2S aussi. Et pour le reste, ils ont sur des coefficients à peu près identiques. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. La philo dans la voie techno, c'est coefficient 4. 14 pour le grand oral, c'est un peu plus important. Et puis sur les spécialités 1 et 2, qui sont vraiment liées là pour le coup à leur cœur de métier, hein, que ce soit en STI2D ou en STMG, coef 16. Voilà, on reprécisera les choses s'il y a besoin. Je n'ai pas parlé des enseignements optionnels. Ils apparaissent là, d'un côté comme de l'autre. Il y a une diapo juste après. Si on fait le compte de tous ces coefficients au-dessus, là, sous ma souris, 8, 6, dans la partie du contrôle continu, vous verrez que le total de ces coefficients, c'est 40. Si on fait le total des coefficients ici, des épreuves terminales, ça fait 60. 60 et 40, c'est un total de coefficients qui est porté à 100. Et donc c'est vrai que les enseignements optionnels, coef 4, si c'est un enseignement qui est suivi optionnel, alors, les options à Bascan, c'est option EPS, c'est option latin, c'est option italien 3, option art plastique, etc. Vous les connaissez. Si l'élève suit cet enseignement en première et en terminale, c'est la plupart des enseignements optionnels, c'est un coef 4. S'il ne suit cet enseignement qu'en terminale, dans quel cadre? Oui, l'enseignement optionnel de terminale, vous le savez bien, ça n'est que maths expert et maths complémentaires, qui ne se commencent qu'en terminale. Alors, ils ont un statut particulier qui vient de changer là au courant de l'été. Donc, on va prendre le temps de s'arrêter. C'est juste là, les options. Une option suivie en première et en terminale vaudra pour un coef 4, coef 2 et coef 2, première et terminale. Une option suivie uniquement en terminale, c'est coef 2. On a dit que cette option, c'est maths expert ou maths complémentaire. Les élèves pourront présenter jusqu'à 4 options au bac.
pas à Bascan, hein. On ne peut pas présenter tout ça. Mais il pourrait, en théorie, en présenter 4. Ceci dit, c'est pas parce que c'est des enseignements qu'on ne fait pas à Bascan que votre enfant n'est pas musicien, n'a pas suivi un programme de musique, que votre enfant ne suit pas via le CNED peut-être, Russe 3, ou une autre langue vivante, ou un autre enseignement qui n'est pas dispensé. Rien ne l'empêche de s'y inscrire. Nous, c'est juste pas enseigné à Bascan. Mais vous voyez qu'il peut avoir jusqu'à 4 options présentées au bac, dont maximum 3 de coefficient 4, pour un total, si on va par là, pour un total maximum de 14 en termes de coefficient. Ce qui change chez la suite un petit peu, c'est vrai que dans l'ancien bac, quand on faisait du latin, et tous ces enseignements optionnels, dans l'ancien bac S, etc., dès l'instant où on avait une option, c'était les points au-dessus de 10 qui étaient comptabilisés, donc on ne prenait pas grand risque à présenter une option, parce que soit on avait moins de 10 et puis on n'était pas pénalisé, si on avait plus de 10, c'était des points qui étaient ajoutés à la moyenne et qui nous permettaient d'obtenir le bac. C'est plus du tout le cas là. Ce coefficient sera pris en compte. Eh oui, il faudra l'ajouter au total du coefficient du bac. Tous, ils sont évalués sur 100, sur un coefficient. En même temps que les notes. Par exemple, le bac d'un candidat qui aurait suivi une LV3, italien 3 par exemple, pendant 2 ans, coefficient 4, et maths complémentaires en terminale, coefficient 2, lui sera noté sur un total de 106 coefficients. C'est pas 100 et on rajoute les points au-dessus de 10. Ces collègues sont évalués sur un coefficient 100, eux sont évalués sur un coefficient 106. Ce qui fait dire juste en dessous que pour les options, c'est aussi la moyenne de l'année, ou des 2 années qui va être prise en compte. Mais contrairement à ce qui se faisait avant, on comptera les notes entières et pas uniquement les points au-dessus de la moyenne, au-dessus de 10. Les potentielles mauvaises notes en option feront donc baisser la note. C'est ça qui change un peu le format, hein. En clair, les options ne permettent pas de récolter des points bonus, voire elles peuvent vous pénaliser. J'ai envie de dire qu'à partir de juillet, là, depuis juillet, qui doit choisir, ou même en première, qui doit choisir de s'engager dans une option. Alors j'espère qu'on continue à s'engager dans des options, dans des enseignements optionnels par plaisir, par intérêt intellectuel. Mais aujourd'hui, s'engager dans un enseignement optionnel, si on est fragile, on perd des points, très clairement. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais je répondrai aux questions. Le diapo sera en ligne, hein, et la retransmission de cette conférence le sera aussi. Alors, notre calendrier sur l'année de terminale, voilà, il faut l'avoir un peu à l'esprit, je vous le laisserai, donc vous pourrez vous y reporter. Les élèves, j'espère, sont au courant, les professeurs l'ont, ce calendrier, bien entendu. En décembre, on n'y est pas encore, hein, c'est même pas dans le tableau, mais en décembre, 29 au 13 décembre, conseil de classe du premier trimestre. Vous savez qu'on est revenu en trimestre, hein, on était en semestre l'an passé, on est revenu en trimestre. La décision qui a motivé ça, c'est la disparition de ces EC, en fait, hein, c'est vraiment ça. Il y avait des évaluations tout le temps. Cette fois, on revient en trimestre. C'est important et c'est vraiment très, très, très important et très suivi, très, très observé, notamment pour Parcoursup. C'est pas la même chose de n'avoir, dans le cadre de Parcoursup, qu'un seul semestre à présenter. Là, on va avoir 2 trimestres. Dans Parcoursup, quand on est sur des formations sélectives, il y a les résultats, bien entendu, qui sont analysés par les équipes de formateurs. Les appréciations sont regardées. Mais il y a aussi l'évolution de l'élève. Si un élève est capable de progresser entre le premier et le second trimestre, c'est plutôt à son honneur et c'est pris en compte de manière positive. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Si un élève s'effondre et montre des fragilités, quand on est sur une formation sélective, ça peut le desservir. Mais quand on est en semestre, en fait, comme Parcoursup, c'est un processus où les établissements d'enseignement supérieur donnent leur avis au mois d'avril, je crois, avril-mai. Quand on est en semestre, on n'a qu'un semestre, c'est le premier semestre qui se fait en général en janvier. Le deuxième semestre, on n'a pas d'éléments de comparaison. C'est ce qui nous a motivés dans le conseil d'administration pour rebasculer en trimestre. Donc, premier trimestre, entre le 29 et le 13 décembre, les conseils de classe vont se réunir. On avait imaginé, dans la partie lycée, là, le 11 décembre, un forum post-bac, il est annulé. Les autres ne le seront pas, donc il faudra vraiment, mais on va reparler un petit peu sur Parcoursup, que vous entriez dans une démarche d'information, de politique de portes ouvertes, etc., pour vraiment construire vraiment sérieusement le projet d'orientation.
Dans la colonne Parcoursup, là, on a mis les deux calendriers en parallèle. Le 21 décembre, c'est l'ouverture de la plateforme. En fait, elle n'est jamais fermée. C'est la mise à jour de la plateforme. Si vous tapez parcoursup.fr, vous allez avoir des données là, des choses à observer dans Parcoursup. Simplement, ce sont les informations de l'année passée. Le 21 décembre, mise à jour de la plateforme sur les données de la session 2021. Donc ça sera tout à fait intéressant. C'est ce qu'on va vous présenter un petit peu ce soir. Janvier, 10 au 14 janvier, bah, c'est les réunions dont je parlais tout à l'heure, où là on se revoit en visio, hein, parce que ça permet vraiment, c'est beaucoup plus souple, plus confortable pour tout le monde. Là, on parlera de Parcoursup et uniquement de Parcoursup, du moteur, de l'algorithme, comment, encore une fois, comment je fabrique des vœux, à quel moment je dois avoir des réponses, comment je dois répondre aux réponses que l'enseignement supérieur va me faire. Tout ça, ça sera la réunion de janvier. Du 17 au 21 janvier, on sera sur les conseils de classe de ce semestre, mais là, ça ne concerne pas la voie générale et technologique, c'est uniquement la voie professionnelle. 25-27 janvier, bac blanc de spécialité. On a dit que les deux épreuves de spécialité, ce sont des épreuves dites terminales. Ils vont les passer dans l'établissement, comme autrefois les épreuves du bac. Hein. Les vraies épreuves du bac, qui vont compter, elles, pour le bac, ça sera le 15 et 17 mars. On leur propose à nos élèves de terminale de passer un entraînement, vous savez, le fameux bac blanc en fait, le 25 et le 27 janvier. Première spécialité, deuxième spécialité le 27. En parallèle, Parcoursup, le calendrier, 20 janvier, c'est une date qu'on retrouve tout le temps depuis que Parcoursup et APB avant existent. Le 20 janvier, c'est l'ouverture de la plateforme pour l'inscription des vœux. Donc là, c'est un moment important, ça va du 20 janvier au 29 mars, on a ce délai-là pour mettre des vœux, en retirer, enfin on les classe pas, hein, on expliquera tout ça, mais réfléchir en tout cas à ce processus. Le mois de mars, rien en février, le mois de mars, 14-25 mars, c'est le conseil de classe du second trimestre, qui est très important, parce qu'au second conseil de classe, on regarde la moyenne de l'élève, enfin on fait le travail habituel en conseil de classe, mais on aura aussi des avis à porter sur les candidatures Parcoursup. Donc vous voyez, date limite le 29 mars, mais on a déjà une bonne idée des vœux qui sont faits par les élèves. Et nous, en conseil de classe, là on sera à émettre des avis, qui sont toujours des avis positifs, hein, voire réservés vraiment si l'objectif nous semble inatteignable. Hein. Mais pour la grande majorité des cas, tout le temps, on est dans l'accompagnement des élèves. Ah, je disais 15 et 17 mars, ben, on va dire que c'est le 14 et le 16 mars, épreuve terminale d'enseignement de spécialité, donc c'est bien 14 et 16 mars. On propose aux élèves le 25 mars un bac blanc de philo. Et puis on l'a dit à droite, 29 mars, on arrête, c'est la fin de la formulation des vœux. On précisera tout ça au mois de janvier. Le 7 avril, ils ont mis leurs vœux dans le logiciel, mais ils doivent compléter leur dossier. Ils ont jusqu'au 7 avril pour le faire. Si ça n'est pas fait, leur vœu est éliminé. On redira tout ça au mois de janvier. Et puis le mois de juin, classique. 30 mai, 10 juin, ça sera le troisième conseil de classe. Parcoursup aura tourné, donc le troisième trimestre de terminale ne compte pas en fait. Hein. Peut-être qu'il faut prendre s'il y a des questions dans le chat. On répondra, on va noter vos questions si elles apparaissent dans le chat, puis on vous redonnera la parole. On va les noter en parallèle. 30 mai, 10 juin, conseil de classe du troisième trimestre. Le 15 juin, bah, c'est l'épreuve de philo, c'est le début du bac, hein, toujours, 15 juin. Sauf que là, on n'a plus la kyrielle d'examen hein, qui dure une semaine. On a assez d'épreuves de philo. Et puis du 20 juin au 1er juillet, le grand oral dont on va parler ce soir. En parallèle, pour Parcoursup, le 2 juin, c'est déjà le lancement de la phase d'admission complémentaire. Enfin, c'est la phase d'admission de la phase principale. À partir du 2 juin, les établissements supérieurs répondent aux vœux qui ont été faits par les élèves. 2 juin, 3 juin, on va expliquer toute la procédure, mais à partir du 2 juin, les élèves reçoivent des réponses. Le 23 juin, on est déjà dans la phase complémentaire. Au niveau lycée, 5 juillet, 8 juillet, bah, ce sont les résultats. Hein. Le 5 juillet, c'est les résultats du premier groupe, résultats du baccalauréat. Et puis ceux qui ne vont pas, vous savez, hein, ceux qui ont plus de 10 obtiennent le bac, 12 mention bien,
14 mentions, 12 c'est mention assez bien, 14 mentions bien, 16 mentions très bien. Et puis si l'élève a entre 8 et 10, il est appelé à aller aux épreuves du second groupe. Malheureusement, s'il a moins de 8, il est éliminé. Et puis le 8 juillet, c'est la fin de la session. On a les résultats du second groupe et là très clairement, il y a ceux qui ont le bac et ceux qui ne l'auront pas. Bon, le bac est important, bien évidemment. Vous dire qu'à Bascan, la session 2021 du bac général et technologique, alors le bac général, je crois que c'était 98% de réussite, et l'ensemble du bac général et technologique, Bascan, je crois que c'est 96%. C'était des scores remarquables. Dans une période difficile, nos élèves se sont accrochés, ils ont bossé. On peut toujours dire que c'était le bac Covid, on a toujours de bons arguments pour dévaloriser. Donc, c'est pas du tout mon discours. Les élèves se sont battus, il est bien plus difficile d'obtenir les notes qu'ils ont obtenues en travaillant parfois seuls. Vous savez que la demi-jauge, on leur a demandé aussi de travailler seuls. Le travail qui a été fourni l'an passé était juste remarquable. Le bac qu'ils ont obtenu, ils le méritent, vraiment. Et j'espère que les nôtres cette année, vous le méritez tout autant, avec le même niveau de réussite. Et puis du côté Parcoursup, le 15 juillet, c'est la phase principale d'admission qui se termine. Et la phase complémentaire d'admission Parcoursup, mais on reprendra tout ça de toute manière, elle se poursuit jusqu'à la rentrée. Voilà, il faut avoir un petit peu ce Canva en tête, parce que ça va rythmer toute notre année, qui est importante, bien sûr. Alors, ce grand oral, je vous lance juste un peu la vidéo qui est derrière, et puis je vais laisser la parole à Madame Martin, qui va, puisqu'elle le pilote avec les classes de terminale. Ce grand oral, c'est la grande nouveauté. Bon, on en a fait vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup d'inquiétudes l'an passé des élèves, des équipes, des parents. Ce grand oral, c'est une nouvelle épreuve. C'est très clairement l'idée que le grand oral et que la place de l'oral dans le système éducatif français prend de plus en plus de place. Il n'y avait pas d'épreuve orale autrefois. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait quand même une épreuve en première qui était les TPE, travail personnel encadré. Vous savez, c'était cette épreuve qui se passait autrefois en première, où les élèves dans le domaine scientifique, enfin pas seulement d'ailleurs, quelle que soit la matière, devaient présenter un sujet, ils le travaillaient à plusieurs. Je ne sais plus, Madame Martin, si le TPE pouvait se présenter à plusieurs. Oui. Bon, ça c'était une nuance, mais où les 3 élèves qui avaient travaillé sur un sujet donné, je ne sais pas, l'hydrogène dans le réacteur nucléaire, enfin tout un tas de domaines, en histoire-géo, etc., présentaient à 2, 3, seuls parfois, ce sujet à l'oral devant un jury. Donc on n'a pas inventé grand-chose de plus, sauf que là, voilà, c'est un peu plus formalisé, c'est très codifié ce grand oral, on va en dire vraiment quelques mots ce soir. Je vous dis simplement, pour vous rassurer, on a eu les notes, ils ont brillamment réussi, nos élèves, vraiment, vraiment. Quand 10 quand même, donc il vaut mieux la réussir cette épreuve. Mais de mémoire, je ne sais pas si j'ai dit une bêtise, mais je crois que sur l'ensemble des élèves de Bascan, je crois que la moyenne tourne à 14. Est-ce que c'est ça ou pas? Madame Martin me regarde, vous ne voyez pas, mais on regarde avec des grands yeux. Ils ont remarquablement réussi quand même. Globalement, bon, peut-être que je m'avance quand je dis 14 de moyenne, mais c'est pas du tout. Ils ont été bien notés, oui, exactement, ils ont été bien notés. Nous, on voyait un peu les bordereaux qui sortaient, ce sont nos élèves de technologie qui l'ont passé ici. Les élèves de la voie générale ont passé le grand oral dans d'autres établissements de Montigny. Donc on a vu les résultats de la voie technologique, où on était vraiment agréablement surpris par les résultats qu'ils ont obtenus. Vraiment. Autrement dit, il y a peu qui ont eu une note en dessous de la moyenne. C'est pas pour ça que c'est gagné, qu'il faut rien faire. Au contraire, il y a tout un protocole qu'on va détailler. Eh bien, on va regarder ce que c'est que ce grand oral par la petite vidéo qui est là. Encore faut-il d'avoir un peu d'internet. Alors, est-ce qu'on est parti ou pas? Allez, je lance. Intimidé par le grand oral? C'est normal. C'est une nouvelle épreuve qui peut être déroutante, mais en réalité, ça se passe comme ça. Dans le jury, il y a 2 professeurs qui ne sont pas les vôtres. Au moins l'un des 2 enseigne l'une de vos spécialités. Vous leur remettez un document sur lequel figurent vos 2 questions. Ils en choisissent une. Vous avez ensuite 20 minutes de préparation. Votre exposé se fait sans notes, dure 20 minutes et se déroule en 3 temps. Debout devant le jury, vous expliquez le choix de votre sujet, sa problématique, puis développez votre réponse. Le jury est attentif à la clarté de votre propos, à la qualité de votre réflexion et de votre expression. Les professeurs vous interrogent sur le contenu de votre présentation.
C'est le moment d'approfondir votre pensée, de montrer la solidité de vos connaissances et votre capacité à argumenter. Vous expliquez en quoi la question traitée a éclairé ou non votre poursuite d'études et votre projet professionnel. Voilà donc le format de cette nouvelle épreuve en synthèse. Bon, en général, c'est assez clair et bien fait. On va revenir un peu dans le détail sur cette épreuve et la manière dont nous, à Bascan, on va préparer les choses. Je laisse la parole à Madame Martin, qui pilote le projet. Alors, c'est par rapport au TPE, la grosse différence, c'est qu'ils sont évalués vraiment à 3/4 de la note sur leur prise de parole en public, sur comment ils communiquent, comment ils font passer, ils savent argumenter, prendre les questions avec le jury. Et le fond, vraiment le fond, c'est 25% de la note. Et c'est ça qui a été compliqué à faire comprendre aux élèves au départ et aussi aux enseignants, dans la mesure où on n'est pas du tout on est vraiment sur la communication, la présentation. Donc il faut aussi savoir, pour être convaincant, il faut quand même comprendre un minimum ce qu'on raconte. Donc c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Donc, qui est adossé aux spécialités, aux 2 spécialités, l'une ou l'autre. Donc, c'est pour ça que le choix des spécialités est très important. Et puisque avec le coefficient 10 pour le grand oral, ça donne ça peut donner des points d'avance si on le prépare sérieusement. La grille, l'épreuve, effectivement, elle est assez cadrée, codifiée. Donc, vous l'avez vu. Je vais la mettre derrière. Donc, c'est important. Elle est codifiée. Donc, du coup, tout cela, ça permet d'évaluer les qualités oratoires de l'élève et surtout du futur étudiant, puisque quand même, on a un système scolaire qui est plutôt basé sur l'écrit et peu sur l'oral, et qu'il a été démontré que l'oral pouvait par la suite être un facteur discriminant dans les entretiens d'embauche, dans les entretiens post-bac, et que c'était un facteur très important de travail au sein du lycée. L'épreuve alors, la préparation. Alors, Non, simplement peut-être revenir, Laurence, sur la préparation. Comment se passe l'épreuve? Alors, l'épreuve, il y a les deux questions. Donc, ils vont devoir, qui peuvent partir sur les 2 spécialités, l'une ou l'autre. Ils auront une partie du programme première et terminale. L'année dernière, c'était uniquement sur le programme de terminale. Cette année, on est sur l'ensemble du cycle. Donc, au début de l'épreuve, ils arrivent. Ils vont tirer au sort une des 2 questions. On va dire ça comme ça. Ils ont 20 minutes de préparation. Donc, normalement, c'est des sujets qu'ils connaissent, qu'ils ont travaillé tout au long de l'année avec leurs professeurs. Donc, ils présentent debout face au jury. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Ils sont obligés d'être debout. Donc, sur la posture, comment je communique, comment je fais pour attirer l'attention du jury. Et ils doivent expliquer un certain nombre d'items, pourquoi ils ont choisi de préparer la question, la développer, y répondre. Donc vraiment, ce temps-là, c'est 5 minutes de présentation. Donc c'est la première partie de l'épreuve. Donc l'échange avec le jury, là qui va durer un peu plus de temps, 10 minutes, là à ce moment-là, ils peuvent s'asseoir, c'est au choix. Le jury peut les interroger de façon plus précise sur s'ils n'ont pas compris un point. Et ça leur permet, souvent dans la composition du jury, il y a un professeur qui est spécialiste et un autre qui ne l'est pas. Ce qui permet vraiment d'avoir un regard croisé sur l'épreuve et l'année dernière, par exemple, on avait des professeurs de PS dans les séries technologiques. Qui pouvaient interroger sur éco droit, en regard croisé. Le 3e temps, c'est l'échange sur le projet d'orientation. Donc, il explique, ça c'est un temps intéressant sur comment l'élève s'inscrit dans son projet post-bac, pourquoi il a choisi ces spécialités-là, pourquoi il choisit ce parcours-là post-bac,
Alors, une des inquiétudes l'année dernière, c'est bah oui, mais mon projet il a changé depuis le moment où j'ai choisi en première, en fin de première, mes spécialités. À la limite, peu importe. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est comment j'argumente. Oui, il a changé, ce n'est pas grave, pas de panique, vraiment. C'est expliquer pourquoi il a changé, comment ils se sont réorientés, comment ils envisagent la suite. C'est vraiment l'argumentation, on est vraiment là-dessus. Donc, évidemment, à Bascan, on ne les laisse pas tout seuls pour préparer ça. Certes, il y a la préparation qu'ils vont avoir tout au long de l'année auprès de leurs professeurs, mais dès décembre, janvier, pour les mettre en marche, parce que ça, d'expérience, et puis pour que ce soit aussi un solennel, dans le sens où on est sur une épreuve de bac, on le faisait aussi pour les TPE, où on est sur quelque chose de très solennel. Un sondage pronote qui va déjà déterminer le choix des questions, première approche, des spécialités avec un argumentaire pour qu'ils puissent. Alors, attention, c'est pas là que c'est pas fermé. Une fois qu'ils auront répondu, ça pourra évoluer, être ajusté. Simplement, s'ils le font pas là, d'expérience, ils vont être en retard dans la suite de la programmation et de la préparation. Ensuite, de janvier à mars, il y a un travail en autonomie qui est fait par les professeurs de spécialité. Chaque professeur, suivant leur spécialité, prépare avec des modalités différentes. En avril, donc on aura le séminaire grand oral. Donc ce séminaire qu'on a construit l'année dernière avec un groupe de travail de professeurs qui est articulé exactement sur les épreuves. Il y a un atelier sur le temps 1, un atelier sur l'échange avec le jury et un atelier avec le projet d'orientation. L'an passé, à peu près 250 élèves à 300 élèves ont pu bénéficier d'un seul atelier. Au regard du contexte sanitaire, c'était plutôt une belle performance. Il y a eu un grand bénéfice. Les élèves qui ont participé à ces ateliers se sont bien impliqués. Il est à noter que, en fonction des séries d'origine, ils n'ont pas choisi les mêmes ateliers. Tout ce qui était On était sur des compétences transversales, mais tout ce qui est par exemple en série générale, ils ont plus choisi l'atelier sur la communication, l'échange avec le jury, alors que les autres étaient plus sur le projet d'orientation. Enfin, ça dépendait vraiment, c'était assez étonnant. Donc là, l'objectif, c'est que l'ensemble des élèves de terminale puissent bénéficier d'au moins un atelier. Si c'est 2, ça serait bien. Mais en même temps, ça dépend du nombre d'élèves. Les professeurs de spécialité sont associés à cette démarche-là. Et en juin, il y a une fiche descriptive que vous connaissez. C'est le même modèle, à peu près le même principe, les mêmes modalités que pour les épreuves de français, où on doit dire ce qu'on fait, comment on le fait, visé par l'établissement qui atteste, puisque vous avez compris, monsieur le proviseur vous l'a dit tout à l'heure, nous on a accueilli les épreuves de grand oral, des séries technologiques, mais ils partent dans plusieurs centres, dans les autres centres d'examen, pour passer le grand oral. Donc il est important, donc tout le travail préparatoire de décembre, janvier, permet de renseigner cette fiche et d'avoir une progressivité dans la préparation. Alors c'est vrai, on va le faire à 2 fois si tu veux bien. Oui. C'est vrai que ce travail de préparation, c'est vraiment très nébuleux encore maintenant parce que bon, il y avait la rentrée à préparer, donc c'est lancé. Il y a ce sondage, on l'a dit tout à l'heure, qui va quand même, voilà, on va pendant les vacances, ils n'avaient que ça à faire, ce serait pas mal. Je pense qu'ils ont du travail par ailleurs, mais commencer à réfléchir à leur sujet. Donc s'ils n'ont qu'une des 2 questions, bah, ça sera une question. S'ils ont déjà les 2, qu'ils ont déjà bien réfléchi, bah, tant mieux. Ils peuvent tout à fait changer leur choix, évidemment. C'est un sondage, mais on les force un petit peu à réfléchir à ce projet. Et à partir de janvier, alors ce sondage, c'est pas sonder pour sonder, c'est que moi je vais renvoyer ça à leur professeur de spécialité. Et là, le travail va démarrer. Le travail de conseil, d'accompagnement, proposition de lecture, de recherche. Vous savez, c'est un peu, très clairement, ce travail-là, ça peut ressembler à ce qui se fait à l'université, sur un travail de doctorant, de recherche de thèse, etc. Ils sont guidés dans leur recherche. C'est pas en cours de spécialité où le professeur va dire on s'arrête, on travaille sur le grand oral. Hein. Ça va pas ressembler à ça, pas tout de suite en tout cas. Mais les élèves vont pouvoir travailler à 2, à 3, seuls, sur leur sujet,
vont de temps en temps interroger leurs professeurs pour savoir s'ils sont dans la bonne direction. Tout ça va avancer, et puis on va arriver au mois de mars, où vous vous rappelez dans le calendrier, au mois de mars, les 2 épreuves de spécialité sont passées. Selon les disciplines, certaines disciplines ont besoin de continuer à travailler un petit peu sur les connaissances et le contenu. Mais il y a des disciplines qui assez tôt vont être dégagées de ce travail-là, puisque le programme va être bouclé. Donc vous allez voir que les professeurs de plus en plus vont intégrer le travail sur le grand oral au sein de leur cours de spécialité. Et tout ce protocole qu'on vous présente ce soir, c'est celui qui a été mis en place l'an passé. On le reconduit très clairement à l'identique parce que ça a fonctionné. On ne savait pas vraiment comment faire. On y a travaillé, réfléchi, et on a déroulé ce programme qui fonctionne très bien. Alors la fiche descriptive, ça c'est un document officiel. Vos enfants vont avoir à le compléter de manière très précise. Quelle est la question que tu poses? Question 1. Sur quelle spécialité ça porte? La première, la deuxième ou les deux? Quelle est ta deuxième question? Enseignement de spécialité 1, 2 ou les deux? Tout est possible. C'est contresigné par le professeur de spécialité, par les professeurs de spécialité, et moi j'appose un cachet, et ça part au SIEC. Et ça permet, donc SIEC c'est la maison des examens, c'est eux qui organisent le bac, ça part au SIEC. On rentre dans le logiciel, et c'est le logiciel qui va ensuite affecter les jurys en fonction des sujets qui ont été choisis par les élèves. Alors, voilà globalement ce qu'on pouvait rajouter pour être précis. Alors, si on va derrière, et surtout, ils doivent présenter cette fiche dans les centres dans les centres d'examen, parce qu'ils ne pourront pas, enfin, ils seront pénalisés. Ils pourront passer l'épreuve, c'est pas la question, mais ils seront pénalisés s'il n'y a pas cette fiche descriptive sur le même modèle que les épreuves anticipées de français. Parce que sinon, ça va poser les jurys n'aiment pas bien. Juste pour compléter, sur l'année dernière quand ça s'est passé, les jurys ont été plutôt bienveillants, effectivement, sur ce format d'épreuve. Il y a des élèves qui nous ont fait le retour, qu'ils ont eu quand même beaucoup de points d'avance. Grâce au grand oral. Et certains, ça leur a permis, qui étaient un petit peu justes quand même sur leur spécialité, parce qu'on peut être un peu inquiet parfois sur certaines spécialités, parce l'année dernière a été complexe aussi pour les élèves. Ça leur a permis certains de ne pas passer au second tour, pour être clair, ou d'avoir une mention, ou tout simplement d'avoir le bac. Cette épreuve du grand oral, comme toutes les épreuves du bac, est très codifiée. Il y a une charte de l'examinateur. J'ai récupéré juste ce tableau, Madame Martin, qui vous dit un petit peu, on ne va peut-être pas le détailler, mais regardez, qu'est-ce qui est jugé comme très... C'est une grille. Une grille de notation. On peut peut-être lire simplement très satisfaisant. Il faut faire quoi pour être très satisfaisant? Alors, il faut les critères. Donc, vous voyez, il y a plusieurs critères: qualité orale de l'épreuve, qualité de la prise de parole en continu, qualité des connaissances, qualité de l'interaction, qualité de la construction et de l'argumentation. Alors, on a 20 camps. Voilà. Et donc, très satisfaisant, la voix soutient efficacement le discours, les qualités prosodiques marquées, débit, fluidité, variation, nuances pertinentes, le candidat pleinement engagé dans sa prise de parole. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, simplement, l'année dernière, quand on a fait la présentation aux élèves, on les prenait juste avant, on demandait à un élève de descendre et de se présenter en 1 minute. Et déjà, on voit que certains sont très à l'aise sur la présentation, qu'ils ont juste à structurer leur discours. D'autres sont un peu plus timides, mais avec tout ce qui est mis en place, c'est vraiment dédramatiser l'épreuve qu'est ce grand oral. Quand on regarde l'évaluation, la grille, tout élève qui la travaille régulièrement peut avoir de très bonnes notes, et c'est ce qui s'est passé. Tu disais 14 de moyenne, je faisais les gros yeux parce que je pense que c'est plus en fait. Ah bon? Oui, donc c'était juste ça. Donc voilà, mais vraiment ça a été très bien réussi, y compris que ce soit dans la voie générale, également dans la voie technologique, qui ont aussi cette culture du projet. Ils avaient beaucoup cette culture de projet. Ils le faisaient déjà. Donc là c'est accentué, c'est valorisant.
Et du coup, non, c'est vraiment une épreuve qui leur permet de travailler des compétences qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Très bien. Bon, voilà, on reviendra hein, s'il y a des questions par rapport à tout ça. On va continuer. Soyez pas frustrés, on va garder vos questions, on va répondre, on reviendra dessus, hein. Voilà, cette fois c'est Parcoursup. Ben voilà, c'est ce qui va nous intéresser. Encore une fois, on est sur le bilan de Parcoursup. Mesdames, ça va être à vous. Alors, Madame Beauchesne qui va faire la première moitié de la présentation. Voilà. Donc il y a tout un travail, je les en remercie, parce qu'un travail d'analyse des statistiques il y a quand même 600 élèves à Bascan, 600-700 élèves de terminale. C'est un travail très fin que vous avez mené, je vous en remercie. Je vous laisse la place. Merci. Donc bonsoir, je suis Madame Beauchesne, psychologue éducation nationale spécialisée en orientation. Donc je vais intervenir ce soir avec ma collègue Madame Denville. Dans une première partie, donc je vais vous présenter les différentes filières d'études après tous les bacs. Et ensuite, ma collègue vous présentera donc les statistiques du lycée Bascan. Nous sommes présentes toutes les deux au lycée durant la semaine. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous seul ou avec votre enfant, ou si votre enfant souhaite prendre un rendez-vous avec nous, donc c'est facile. Il y a un classeur qui se trouve à côté du bureau des documentalistes au CDI, bâtiment F. Il suffit que l'élève donc s'inscrive et revienne ensuite le jour du rendez-vous. Notre bureau se trouve dans le fond du CDI. Nous travaillons aussi au CIO, Centre d'information et d'orientation de Rambouillet. C'est un lieu public gratuit qui vous accueille du lundi au vendredi et le samedi matin de 9 h à 12 h. On est ouvert pendant toutes les petites vacances scolaires, hormis les vacances de Noël. On ferme autour du 19 juillet et on rouvre vers le 20 août. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi-même, ma collègue ou d'autres collègues, donc vous avez le numéro de téléphone qui est affiché en vert. Nous avons... écris-la moi, s'il te plaît. Nous avons quelques sites à vous recommander pour vous aider donc dans vos choix d'orientation. En haut à droite, vous avez un Padlet, c'est-à-dire un mur virtuel sur le site du CIO qui répertorie donc les principaux sites et des informations comme par exemple les portes ouvertes ou les salons 2021-2022. Vous avez le site Parcoursup qui est un site incontournable. Le site est actif, ouvert toute l'année. Donc entre le 20 janvier et le 29 mars, votre enfant se constituera un compte dans lequel il mettra donc ses 10 vœux et ses sous-vœux. Mais d'ores et déjà, vous pouvez consulter le site de Parcoursup, notamment en allant dans l'onglet Chercher une formation. Quand vous cliquez donc sur cet onglet, vous arrivez sur une carte interactive. Et là, vous pouvez soit mettre une formation précise, soit par exemple mettre médecine. Et là, vous allez avoir toutes les formations qui peuvent amener donc à médecine, ou ça peut être ingénieur, etc. Vous avez aussi des fiches à chaque fois que vous ouvrez une formation. Et ces fiches donc vous donnent des renseignements très utiles sur le contenu de la formation, les attendus, ces éléments qui peuvent vous aider notamment à rédiger la lettre de motivation et le CV qui accompagneront chacun de vos vœux. Dernier site, mais c'est pas du tout une liste exhaustive. Vous avez le site Terminal 2021-2022 qui est aussi plein d'informations pour vous aider donc dans l'orientation. Donc je vais vous présenter les différentes façons d'étudier. En premier, les études professionnalisantes, donc les études dites courtes, Bac+2, Bac+3.
Et ensuite les études longues, bac plus 5 jusqu'à bac plus 8, voire bac plus 11 pour les médecins spécialisés. En France, comme dans toute l'Europe, donc on a le système dit LMD, licence, master, doctorat. Le premier niveau d'études, bac plus 3, master, bac plus 5, doctorat, bac plus 8. C'est une uniformisation donc de ce schéma des études dans toute l'Europe, de manière à favoriser donc la mobilité. Par exemple, lors d'un stage Erasmus, les crédits, les études qui auront été faites dans une autre école en Europe seront validées une fois l'étudiant retourné dans son école en France. Ça permet aussi une meilleure visibilité, donc lors des mobilités, par exemple quelqu'un qui voudrait s'installer dans un pays européen. La caractéristique commune des études professionnalisantes, comme leur nom l'indique, c'est qu'elles visent l'insertion dans le monde du travail. C'est sous forme de groupe-classe comme au lycée, avec donc une équipe d'enseignants. On se retrouve toujours entre mêmes étudiants. Il y a une alternance avec des stages en entreprise et puis donc des cours à l'école. Les études longues, donc ça concerne surtout les bacheliers généraux, puisque quand on fait un bac général, on s'engage sur des études à bac plus 5, en règle générale. Les 2 ou 3 premières années des études longues, ça va être de la culture générale, donc ça peut être dans le domaine scientifique, littéraire, économique, etc. Et ensuite, on va se spécialiser. Plus on retarde le moment de se spécialiser, plus donc on va avoir, un niveau d'études supérieures. Si on prend l'exemple de l'informatique, on peut dire que le BTS serait donc le technicien de maintenance, la personne qui va installer les ordinateurs en réseau, qui peut faire du conseil aux utilisateurs par exemple. Le BUT, donc bachelor ancien DUT, ça serait par exemple un administrateur réseau ou une personne qui peut écrire des lignes de programmation, faire des éléments de programme informatique. Et l'ingénieur, ça serait le chef de projet donc qui va chapeauter donc une équipe d'informaticiens. Donc les études professionnalisantes, donc je vais les prendre un par un. Le brevet de technicien supérieur en 2 ans, donc c'est des formations spécialisées, hein, il y en a plusieurs, hein, beaucoup plus que les bachelors, hein. Si on prend l'exemple du commerce, hein, il y a par exemple 4 BTS dans le commerce, management commercial opérationnel, donc qui se fait au lycée Bascan, entre autres, négociation, relations clients, commerce international, profession immobilière. En bachelor, on va avoir un seul diplôme, ça sera technique de commercialisation. Donc vous voyez que les BUT sont plus généralistes. Les BTS s'adressent prioritairement aux bacheliers professionnels, bacheliers technologiques. Les bachelors, ça va être pour moitié bacheliers technologiques, pour l'autre moitié bacheliers généraux. Donc les BUT, je vous disais, ce sont les anciens DUT, donc depuis 2 ans, on a fait évoluer le diplôme. Maintenant, le diplôme se prépare en 3 ans. DOST, c'est des diplômes professionnalisants également qui sont rattachés à l'université, mais c'est pas du tout le même mode d'enseignement qu'à l'université. Il y a quelques DOST rares, hein. Enfin, je veux dire, il y en a nettement moins que des BUT ou des BTS. Il y a notamment les DOST métiers de la forme qui permettent de devenir ensuite coach sportif, par exemple. Les écoles de la santé et du service social, donc ça concerne des métiers comme infirmier, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
ergothérapeute, psychomotricien, etc. À la fin des 3 ans d'école, donc avec une alternance de stage et puis de cours théoriques et pratiques, on passe un diplôme d'État. La caractéristique donc de toutes ces professions du domaine de la santé et du social, c'est que c'est des professions qui sont très encadrées et qui doivent faire l'objet d'un diplôme d'État euh, pour qu'on puisse exercer le métier. Le DNMAT, donc c'est un nouveau diplôme qui remplace les BTS en arts appliqués. La première année, c'est une année de culture artistique commune. Les 2 années suivantes, on se spécialise. Par exemple dans le design, par exemple dans les matériaux, dans les médias, ça peut être décorateur d'intérieur, et ainsi de suite. Donc là, vous avez le schéma des études professionnalisantes. Vous voyez qu'après un BTS, on peut faire une licence professionnelle, notamment en alternance. Par exemple, après un BTS commerce, on peut faire une licence professionnelle en e-commerce ou bien en commerce de luxe. Les BUT, donc le diplôme DUT a été conservé, mais la 3e année, donc, on va passer sur un bachelor, un bac+3. Donc vous avez les DOST et ensuite vous avez les diplômes d'école. L'objectif après les études professionnalisantes, je vous disais, c'est l'insertion professionnelle. Pour autant, il y a quand même des possibilités d'aller plus loin dans les études. Après un BTS ou un BUT, on peut faire une prépa ATS. Ça veut dire adaptation technicien supérieur. Donc on récupère tout l'enseignement général, par exemple scientifique, pour intégrer ensuite une école d'ingénieur, ou économique pour intégrer ensuite une grande école de commerce et de management. Il n'y a pas d'équivalence entre les licences et les DUT ou les BTS. Les licences sont des diplômes très théoriques. Après, par exemple, 2 années de DUT ou une 3e année de bachelor, on n'a pas automatiquement donc l'équivalent d'une licence universitaire. C'est au cas par cas que les universités peuvent accepter des candidats. L'alternance. Donc l'alternance, il y a 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. C'est à peu près la même chose. Le contrat de professionnalisation, il y a un peu plus de présence chez le patron et c'est plutôt pour le post-bac. C'est le CFA, le centre de formation pour apprentis, là où on a les cours, qui décide si on va signer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. La condition essentielle donc pour faire de l'alternance, c'est d'avoir un patron. Dans Parcoursup, vous allez vous inscrire dans des CFA. La plupart du temps, donc, les élèves ont une réponse positive du CFA. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il y a un patron. C'est à la famille, aux jeunes, de trouver le patron. S'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'alternance possible. Même si le jeune peut être admis à faire sa rentrée et commencer les cours en CFA, s'il n'a pas de patron arrivé au mois de décembre, il doit démissionner. En France, si on a un patron, la loi dit que le jeune doit être pris en CFA. Ça veut dire que la recherche du patron, idéalement, si c'est une option que vous envisagez, elle devrait se faire dès maintenant pour mettre le maximum de chances donc de votre côté. Si au mois de juin, votre enfant n'a toujours pas de patron, nous vous conseillons fortement de vous tourner donc vers l'équivalent en formation initiale, c'est-à-dire en lycée ou en IUT.
L'alternance, ça concerne pas simplement des, on va dire entre guillemets, des petits niveaux de formation. Ça peut aller donc jusqu'aux grandes écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs. Par exemple, à l'université de Saint-Quentin, on a un diplôme d'ingénieur en mécatronique, c'est l'informatique appliquée à la mécanique, qui se fait entièrement en alternance. Là, vous avez donc les chiffres en haut à droite et à gauche, les chiffres nationaux, donc du type de filières qui sont admis en BTS et en IUT, Institut universitaire de technologie, pour préparer un bachelor. En dessous, donc, vous avez les chiffres du lycée Bascan. Donc, vous voyez que nous sommes donc dans la moyenne nationale. L'université. Donc, l'université, c'est la seule formation post-bac qui n'est pas sélective. Pour toutes les formations précédentes et puis celles qu'on va voir après l'université, c'est une sélection donc sur le dossier scolaire. À l'université, donc, c'est une volonté, on va dire, depuis quand même assez longtemps, de ne pas faire de sélection à l'entrée. Ça veut dire que si dans une licence, ils ont de la place, ils prennent tous les élèves qui vont demander cette licence. Dans les licences dites en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de places, ça concerne notamment la licence STAPS, licence de droit, licence de psychologie et médecine, puisque les études de médecine sont rattachées à l'université. Donc là, si on a trop de demandes par rapport au nombre de places, on va classer donc les élèves. Donc là, on peut dire qu'il y a une sélection. Les études universitaires, donc, ne sont pas sélectives à l'entrée, elles sont sélectives en fin de troisième année, parce qu'il y a moins de places en master qu'il n'y a d'étudiants en licence. Donc là, il y a une vraie sélection, il faut faire attention. Chaque année, on entend des élèves, enfin des étudiants qui se plaignent de ne pas avoir de place en master. Oui, les masters les plus convoités, ben, on va sélectionner les meilleurs dossiers. Et donc ça veut dire que quand on est à l'université, on ne se contente pas d'avoir une moyenne de 10-12 pour passer pour continuer donc à avancer dans ses études. Il faut viser, je veux dire, essayer de donner le meilleur de soi-même. Pourquoi? Parce qu'une licence, c'est un diplôme très théorique avec lequel, en général, on ne trouvera pas d'insertion professionnelle. Donc pour ça, c'est en Master 1, Master 2 qu'on va se spécialiser, qu'on va faire des stages, qu'on fera un mémoire donc de recherche en fonction du stage. À l'université, on dit souvent que les étudiants doivent être autonomes. Effectivement, il y a peu d'heures de cours, une vingtaine d'heures de cours hebdomadaires, qui se partagent entre des cours en amphithéâtre et puis donc des cours en travaux dirigés. On n'est pas en groupe classe, on retrouve jamais ou pas forcément les mêmes étudiants d'un cours à un autre, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ses études en licence, on va choisir tel ou tel parcours. Pour certains étudiants, ça va être donc de la recherche, le choix de faire de la recherche. Donc ils feront un Master 1 puis un Master 2 recherche. Ensuite, ils intégreront un doctorat, donc en 3 ans. C'est-à-dire qu'ils vont faire que pendant 3 ans, ils vont faire de la recherche sur un sujet très précis. Et à l'issue de ces 3 ans, ils vont publier ce qu'on appelle une thèse devant un jury, et ensuite ils sont docteurs, par exemple docteur en histoire, docteur en géographie, docteur en mathématiques, en informatique, etc. Donc sur cette diapositive, vous avez la répartition en haut dans les différentes licences au niveau national, et en dessous donc dans le lycée Bascan. La réforme des études de médecine.
Donc maintenant, il y a une disparition donc de l'année de PACES. C'était la première année de médecine qui pouvait se redoubler. La majorité des étudiants en médecine n'arrivaient pas à réussir le concours au bout de la première année, donc ils redoublaient. Et puis ensuite, s'ils n'arrivaient toujours pas à obtenir une deuxième année, ils se retrouvaient en fait avec 2 ans passés en médecine, en PACES, sans avoir rien au bout. Donc l'objectif de la réforme, c'est que les élèves soient inscrits en parallèle à l'université, ce qui fait que s'ils abandonnent ou s'ils ne réussissent pas le concours, ils ont validé des enseignements donc à l'université. Ils n'ont pas perdu ces années. Donc PASS, parcours accès spécifique santé, s'adresse aux élèves qui ont pris des enseignements de spécialité scientifique et qui veulent principalement donc préparer le concours de médecine. L'AS, licence accès santé, s'adresse à des élèves qui n'ont pas forcément pris des enseignements de spécialité scientifique, qui envisagent de faire médecine, mais qui n'excluent pas de faire une autre licence. Donc vous pouvez par exemple chercher les formations dans Parcoursup, comme je vous disais, en mettant médecine dans le moteur de recherche, et vous allez voir qu'il y a par exemple des licences de droit, des licences de biologie, de psychologie, etc., qui proposent un parcours santé. C'est-à-dire que l'élève fait principalement, par exemple, sa licence de droit et il a des modules à côté pour préparer le concours de médecine. Quand il se sent prêt, au bout de la deuxième, troisième année, il peut donc passer le concours de médecine. Il y a des places spécifiques qui leur sont réservées. Jusqu'à présent, c'était 60% pour PASS, 40% pour l'AS, et ça devrait évoluer vers du 50-50. Pour terminer ma partie, donc, je vous présente encore le schéma de grandes écoles après le bac. On a les classes préparatoires aux grandes écoles, donc qui concernent les bacheliers généraux, mais il existe aussi des classes préparatoires spécifiques pour les bacheliers technologiques et même des classes préparatoires dans un moindre nombre pour les bacheliers professionnels. Les classes préparatoires visent donc, comme leur nom l'indique, la préparation des concours des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce et de management, d'écoles spécifiques après une prépa lettres, par exemple l'école des chartes. Pour les bacheliers technologiques qui font des classes prépa, c'est des concours spécifiques qui leur sont réservés. Ils ne sont pas en concurrence avec les bacheliers généraux. Donc les classes préparatoires sont implantées en lycée. Il y a aussi l'équivalent des classes préparatoires qui sont implantées directement dans les écoles. Donc les grandes écoles d'ingénieurs post-bac ou les grandes écoles de commerce et de management. La différence, c'est qu'il s'agit là d'un contrôle continu. On est déjà dans son école, donc les modalités, on va dire, sont légèrement différentes. Il n'empêche que les étudiants doivent fournir quand même un énorme travail personnel. Les instituts d'études politiques, donc, qui ne préparent pas spécifiquement à faire de la politique, les 3 premières années, donc, c'est un socle de culture commune en droit, histoire contemporaine, langue, économie, culture générale. Et puis ensuite, après une mobilité à l'étranger le plus souvent, on va se spécialiser pour partir, par exemple, vers des écoles de journalisme, de communication, ou pour préparer les concours de la haute fonction publique, comme l'école de la magistrature de Bordeaux, ou bien les concours, par exemple, des affaires étrangères.
Vous avez également la filière d'expertise comptable. On est toujours donc sur ce modèle licence, master, doctorat. Donc en bac plus 3, premier diplôme, diplôme de comptabilité générale. Donc si on s'arrête à bac plus 3, par exemple, dans une entreprise ou dans une administration aussi, on peut s'occuper, par exemple, de la gestion des salariés, de leurs fiches de paye, de leurs congés, ce genre de choses. Si on s'arrête à bac plus 5, donc là on est cadre supérieur ou cadre, on va gérer un service de comptabilité. Et on peut continuer à bac plus 8. Donc là, ça va être essentiellement des stages dans des cabinets d'experts comptables et qui seront rémunérés. Là, par exemple, on peut s'établir en indépendant et gérer un portefeuille de clients qui souhaitent, par exemple, faire de l'évasion fiscale ou c'est pas très moral, ou alors faire de l'audit, par exemple, des entreprises en fin d'année qui veulent savoir, qui veulent faire des bilans financiers. Donc c'est très varié. Et puis vous avez les écoles donc d'architecture toujours sur ce modèle bac plus 5. Les écoles peuvent être publiques, donc gratuites. L'université, c'est de l'ordre de 170 €, donc quasiment rien, ou payantes. Les écoles d'ingénieurs peuvent être gratuites ou payantes. Pareil pour les écoles d'expertise comptable, etc. L'équivalent des grandes écoles de commerce et de management à l'université, c'est les IAE, les instituts d'administration des entreprises. Donc on intègre à partir du master bac plus 4 et c'est gratuit. Voilà pour la présentation. Donc je laisse la parole à ma collègue. Bonsoir. Alors, le diaporama que vous voyez à l'écran est un schéma qui reprend l'ensemble des formations qui vous ont été présentées. Alors, ce diaporama, c'est pour vous pointer deux éléments. Le premier concerne le fait que le nombre de filières sélectives, vous voyez, donc le petit S qui se retrouve dans un grand nombre de formations. Donc je pars sur l'écran de la gauche vers la droite, vous voyez que pour intégrer des écoles spécialisées, ce sera sur sélection. Rentrer en prépa intégrée, c'est-à-dire directement en post-bac, en école d'ingénieur ou en école de commerce, ce sera sur concours dossier. Rentrer en classe prépa, c'est sur dossier. Rentrer en BTS également. Les DUST aussi, les BUT également, ce sera sur dossier et parfois aussi des entretiens pour lesquels certains jeunes seront conviés. Et puis, par contre, dans les licences, vous voyez qu'il est mentionné certaines filières sélectives. Alors, ce que disait ma collègue, c'est que les universités ne font pas de sélection. Toutefois, et de plus en plus, vous verrez qu'elles proposent des doubles licences, par exemple droit économie, droit avec une langue. Et dans ce cadre-là, vous aurez le nombre de places qui est proposé et là, la sélection se fera. C'est-à-dire qu'on pourra vous dire oui ou non. Pour les autres licences, eh bien, s'il y a, comme ma collègue le disait, plus de demandes que de places, eh bien, ce sera hiérarchisé. Et si par contre il y a de la place, tous les élèves qui le demandent seront affectés. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est ce que vous voyez sur votre droite, qui est, vous voyez des ECTS. Ce sont en fait des crédits. Donc ça, c'est le système européen. Ça correspond à c'est European Credit Transfer et Accumulation System. En fait, chaque semestre effectué dans le supérieur rapporte, lorsque c'est validé, pour chaque jeune 30 crédits. Donc un an, on est sur 60 et en bac plus 2, vous voyez que les jeunes, lorsqu'ils valident leur bac plus 2, auront 120 crédits. Donc ça, c'est donné par les différentes filières.
Et ces crédits permettent, lorsque l'on a un bac+2, de pouvoir accéder à un bac+3. Tout comme là, les jeunes, cette année, devront bien entendu avoir eu leur baccalauréat pour postuler dans le supérieur. Et bien là, c'est le même système. Il faudra qu'ils aient validé leurs 120 crédits pour pouvoir accéder au bac+3. Par contre, le fait que ce soit justement en transfert, l'intérêt, c'est que vous avez un certain nombre de formations qui permettent de faire des admissions à un niveau bac+2, bac+3 ou bac+4. Alors, pour ça, je vais illustrer par un exemple sur la diaporama suivante. Si je prends un jeune qui souhaite travailler en ingénierie dans le domaine de l'énergie, alors c'est un exemple. Pour ce jeune, vous voyez que, toujours en partant de la gauche vers la droite, il peut tout à fait commencer par se dire, certains pourraient faire une école d'ingénieur dans le domaine de l'énergie en prépa intégrée, c'est-à-dire que dans Parcoursup, ils ont identifié l'école d'ingénieur qui l'intéresse. Ils postulent, ils passent le concours, ils intègrent donc cette école, ils valident les 2 années de prépa intégrée et ensuite ils rentrent dans le cycle ingénieur de l'école qu'il a choisi. Ou alors, un autre élève aura pu passer par une prépa MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, et à la fin de cette prépa, postuler en admission parallèle, donc c'est toujours un concours, pour entrer au niveau du cycle ingénieur d'une des écoles qui travaillerait dans le domaine de l'énergie. Ou bien, s'il le souhaite, intégrer l'université pour faire une 3e année de licence et par la suite postuler dans un master énergie qui là, entre la L3 après la L3, sera aussi sélectif. Un autre élève aurait pu faire un BUT, génie électrique et informatique industrielle. Alors, le BUT, donc on vous a parlé de la nouvelle formule, il y aura toujours un diplôme intermédiaire qui sera le diplôme universitaire de technologie. Et au bout des 2 ans, eh bien, le jeune pourrait, s'il le souhaite, également passer le concours en admission parallèle de bac+2 pour entrer dans l'école d'ingénieur dans le domaine de l'énergie, ou bien intégrer une licence générale en L3, ou décider de continuer de poursuivre son BUT pour terminer sa 3e année. Et à ce moment-là, s'ils le souhaitent, ils peuvent travailler, mais continuer également pour intégrer les 2 dernières années d'un cycle ingénieur, donc l'admission au niveau bac+3, et poursuivre donc leur majeur, leur spécialité, puisque en cycle ingénieur, c'est les 2 dernières années où ils se spécialisent, choisir sa majeure pour terminer son école, ou alors, après le BUT, postuler dans un master énergie. Un autre élève aurait pu, dès le départ, se dire « moi je pars en licence » ou « je demande une licence ». À ce moment-là, une licence de sciences pour l'ingénieur et poursuivre donc jusqu'à sa 3e année et postuler pour un master en énergie. Ou bien, en ayant validé son bac+2, choisir de postuler pour un concours pour entrer en école d'ingénieur. Donc vous voyez que on peut avoir des parcours différents dès le départ, en fin de terminale, mais au final, des élèves qui qui travailleront dans un même domaine qui est l'énergie, ingénierie dans le domaine de l'énergie. Alors, pourquoi je vous montre ce parcours-là? Vous avez vu précédemment qu'un grand nombre de filières étaient sélectives, donc je dirais que l'idée, c'est un petit peu de déterminer en fonction du souhait de ce que vous voulez faire après le baccalauréat, mais surtout dans quel domaine vous voulez travailler, identifier les différentes manières d'y arriver. C'est-à-dire que là, un jeune aurait pu se dire, eh bien, moi, je vais demander, moi, je préfère une école d'ingénieur, je vais demander cette école d'ingénieur pour faire mon concours, mais peut-être que si je ne l'ai pas, je vais aussi demander une prépa parce que finalement, ça m'intéresse, ou alors un BUT et une licence. Et dans tous les cas, il pourra arriver à travailler dans le domaine qui l'intéresse. Sachant qu'on vous le reprécisera en janvier, vous verrez qu'il n'y a aucun risque d'utiliser les 10 vœux que l'on a. Au contraire, ça vous donne une diversité de choix, sachant que c'est vous qui, au final, quand vous aurez plusieurs propositions, pourrez dire lequel vous choisissez et ce que vous gardez. Alors, pour vous aider dans ces parcours-là, Parcoursup met à disposition un outil qui est formation similaire, c'est-à-dire que lorsque vous avez
vu une formation qui peut vous intéresser, là l'exemple c'est le lycée Marceau en CPGE MPSI, eh bien vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle formation similaire. Si vous le déroulez, on vous dit qu'en formation équivalente, ça peut être une classe prépa MPSI, PTSI, une formation en école d'ingénieur, une licence en sciences et technologiques. Vous voyez, donc vous avez différentes formations qui vous sont proposées et donc qui peuvent faire partie de votre panier dans Parcoursup. Alors, nous avons réalisé des statistiques pour nos bacheliers de l'année dernière. Donc, en ce qui concerne les bacheliers généraux, eh bien, vous pouvez voir que, alors déjà, précision, l'ensemble des statistiques ont été faites sur les élèves qui ont fait tous leurs vœux, bien sûr, dans Parcoursup, puisque certains ont finalement souhaité ne pas s'inscrire, et qui ont eu le baccalauréat. Voilà. Donc 87% de nos élèves ont été affectés. Alors au niveau national, c'est 89,3%. Alors sauf que si on prend, vous voyez que dans l'ensemble sur le camembert, il y a également 9% des élèves qui ont refusé des propositions ou renoncé à ces vœux. Ça veut dire que ce sont également des élèves qui avaient eu pour certains des propositions, mais qui finalement ont eu un projet hors Parcoursup, et donc ont renoncé ou refusé ce qui leur était proposé. Donc si on additionne 87 plus peut-être pas forcément les 9%, mais peut-être 5%, on dépasse les 89% du niveau national. Donc un bon nombre d'affectés pour le lycée Bascan l'année dernière. En ce qui concerne le profil des élèves qui n'ont eu aucune proposition, eh bien, il s'agissait principalement d'élèves qui n'avaient fait que des vœux sur des filières sélectives, avec des notes souvent insuffisantes par rapport à la formation qui était demandée, ou très peu de vœux. Et avec aussi des dossiers qui pouvaient être peut-être insuffisants par rapport à ce qu'ils demandaient. Donc vraiment, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fait de pouvoir diversifier et de pouvoir aussi mettre des formations qui peuvent correspondre à votre dossier, voilà, c'est des questions qui peuvent être discutées en entretien lors de rendez-vous avec nous, ou bien entendu aussi en questionnant les professeurs principaux qui pourront vous guider. Alors, ensuite, la répartition des affectés, donc où nos élèves ont été affectés dans Parcoursup. Alors, il s'agit bien des propositions qu'ils ont eues et de ce qu'ils ont accepté. Ils ont peut-être eu d'autres propositions, mais en tous les cas, c'est le choix définitif qu'ils ont fait. Eh bien, 54%, la majorité sont partis en licence. Et après, de manière assez équivalente, on retrouve 12% d'élèves qui sont partis en BUT, 10% dans des écoles, 9% dans des classes prépa. Ensuite, des statistiques ont été faites en fonction des spécialités. Alors, il y avait à peu près 50 paires de spécialités l'année dernière à Bascan. Donc là, j'ai fait, bien entendu, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des statistiques sur ces 50 paires. Par contre, j'ai regroupé les spécialités par grand domaine. Pour ce premier diaporama, vous avez les spécialités scientifiques. Et nous pouvons voir que la majorité des élèves avec des spécialités scientifiques sont partis en licence de sciences, donc à presque 28%, puis en classe prépa scientifique, 16%, en école d'ingénieur, 15,6%, et en BUT production, à 13,20%. En ce qui concerne les licences de sciences, il y avait dans ces licences un nombre important d'élèves qui sont partis en licence en LAS et en PASS, justement, pour les filières de médecine. En ce qui concerne les spécialités SES, Histoire Géo, Géopolitique et Sciences Politiques, la majorité de nos élèves ont été affectés en licence de droit et sciences politiques, puis en sciences humaines, comme des licences d'histoire, sociologie ou psychologie. En ce qui concerne licence de droit et sciences politiques, la moitié des élèves étaient en licence de droit.
L'affectation pour les élèves qui avaient des spécialités littéraires, artistiques, de langue, histoire et philosophie, sont partis très majoritairement donc, dans des licences et principalement à 58% en lettres, arts, information, communication et pour 20% en licence de sciences humaines. Alors, les statistiques pour nos bacheliers technologiques, eh bien, 81% d'élèves affectés. Au niveau national, Parcoursup 2021, pour les bacheliers technologiques, les statistiques étaient de 76,8%. Donc, vous voyez un taux plus important pour les élèves du lycée Bascan. En ce qui concerne les élèves qui n'avaient aucune proposition, de nouveau, nous sommes sur les mêmes profils. Très peu de vœux, que sur des filières sélectives ou sur des filières pour lesquelles leurs notes étaient vraiment insuffisantes par rapport aux critères de recrutement. En termes de répartition sur les filières, eh bien, la majorité des élèves étaient en BTS, sont cette année en BTS à 45%, puis ensuite nous les retrouvons en BUT et en moindre mesure dans les diplômes d'État licence. Alors, petit bémol pour les diplômes d'État, bien entendu pour la filière ST2S, qui au contraire est une filière pour lesquelles les débouchés sont surtout avec des diplômes d'État. Là, 67% des élèves de ST2S sont partis sur des diplômes d'État. Enfin, donc, on a fait aussi une photographie sur nos bacheliers professionnels. Eh bien, 79% d'élèves affectés et principalement sur des BTS à 98%. Je vous remercie.